Sénat, premier numéro d'Allons plus loin. Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant 2 heures. 2 heures en direct avec vous. On va prendre le temps d'analyser, de questionner toute l'actualité politique, parlementaire, mais aussi internationale. Vous allez le voir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de votre émission Les Matins du Sénat. Vous allez être plongé au cœur des travaux de la Haute Assemblée. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Manger c'est voter. Vous l'avez compris, nous sommes sur la côte normande, à Arromanches, à l'emplacement même où les Alliés débarquèrent en 1944 pour sauver le monde libre de la barbarie nazie. Justement, nous allons rencontrer des hommes et des femmes qui, dans une forme de résistance, continuent à se battre pour préserver un mode d'agriculture, des traditions, un savoir-faire alimentaire qui nous permettent de nous protéger de la malbouffe. M. Gabouty, pour une prise de parole. Oui, Monsieur le Président, merci. À ce stade où nous allons changer un petit peu de chapitre, on va passer sur les problèmes de compétences, je voudrais évoquer les interrogations des élus locaux et de nos concitoyens sur qui fait quoi au niveau local et donc au niveau du bloc communal. C'est vrai que là, on a la tête dans le guidon, mais il faut regarder dans quel objectif on va. L'objectif, c'est d'assurer, je dirais, un meilleur service, au meilleur coût à nos concitoyens. Tout le reste n'est que, je dirais, les conditions pour le réaliser. Je ne suis pas sûr que nous ayons toujours dans la bonne direction. Nous venons par ce projet de loi modifié par notre commission des lois d'améliorer effectivement les conditions d'exercice des mandats locaux en termes d'association, d'information, de consultation, de structure de compensation, puisqu'il y a des choses qui ne marchent pas, donc on met une structure à côté pour compenser celles qui ne marchent pas. C'est bien, mais enfin c'est quand même un petit peu de rafistolage. Mais je crois que le vrai problème et le vrai sujet, c'est est-ce que les compétences sont exercées au bon niveau pour assurer le meilleur service de proximité, en termes de qualité, en termes de coût. Notre objectif ne devrait être que celui-ci, et le reste n'étant que, je dirais, un petit peu un emballage. Ce que je regrette, c'est que sur les transferts qu'il y a eu au niveau de l'intercommunalité, il n'y ait pas eu de réelle évaluation qualitative et financière du transfert des différentes compétences, qu'on ait conservé, ce qui est quand même baroque, un coefficient d'intégration fiscale qui a été institué au départ pour inciter à transférer des compétences, alors qu'aujourd'hui on ne transfère plus de compétences puisqu'elles sont obligatoires. Donc je veux dire qu'on a gardé un système incitatif sur un dispositif, je dirais, qui est obligatoire. Donc c'est quelque chose qui, effectivement, n'a plus de sens. Le fait de vouloir partout appliquer les mêmes règles, quels que soient les territoires, je pense est une erreur. Alors bien sûr, on a des métropoles et des communautés urbaines. Les métropoles, sur les 22, je crois qu'il y en a 5 ou 6, c'était le projet initial, qui sont dignes de ce nom. Les autres ont le titre, mais ça ne leur sert pas à grand-chose. Les communautés urbaines, elles n'ont un côté urbain... Il faut conclure, chers collègues. Je conclus. Elles n'ont un côté urbain que très théorique. Donc je crois qu'il faut apporter beaucoup de souplesse dans cette gestion et réfléchir à l'efficacité en matière de gestion des compétences. Merci. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, cet article dont nous abordons l'examen, comme l'article 17 qui traite des délégations de compétences, me paraissent être au cœur de l'audace et des aspects novateurs de ce texte. Et si j'osais, je paraphraserais le Premier ministre hier à cette tribune s'agissant du débat sur l'immigration qui disait, et je pense que ça sera la philosophie, Monsieur le ministre, sur ce texte, que finalement
il n'y aura pas véritablement de consensus, même si je mesure l'intérêt qui est le vote sur ce sujet, mais il y aura vraisemblablement des convergences. Je le dis parce que je pense qu'aujourd'hui, et je ne vais pas redire ce qu'a fort bien dit le président Gabouty, je pourrais finalement épouser l'ensemble des propos qu'il vient de tenir. Donc le but, ça n'est pas d'allonger les débats, mais finalement de s'inspirer de cette notion de subsidiarité. Je crois qu'aujourd'hui, et ce faisant, nous anticipons par là même le prochain texte qui traitera de la différenciation. Aujourd'hui et depuis mardi soir, nous constatons que tous ici, 348 sénateurs, ont par nature des expériences territoriales différentes qui les amènent bien au-delà de leurs convictions à avoir finalement des positions différentes s'agissant de la gouvernance. Nous allons le voir s'agissant sûrement de l'exercice des compétences. Et je crois qu'aujourd'hui, la bonne manière d'ajuster tout cela est finalement de nous retrouver sur l'essentiel, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait une acceptation du fait intercommunal et surtout permettre au territoire d'avoir un outil intercommunal qui réponde aux aspirations, pas seulement des élus, mais de ce pourquoi ils sont faits, c'est-à-dire les aspirations de la population, au travers de ce que j'évoquais il y a 2 jours lors de la discussion générale, de la mutualisation, des meilleurs services et une notion de projet. Voilà pourquoi je crois qu'effectivement ces transferts à la carte sur des compétences facultatives vont, selon moi, dans le bon sens. Alors bien sûr, je sais qu'il y aura des choses vraisemblablement à régler, mais je crois que cette philosophie, c'est une philosophie qui va nous permettre véritablement de répondre à ce besoin d'intercommunalité qui est complémentaire, comme nous l'avons dit, je crois, et comme nous le partageons sur ces bancs, entre d'un côté la commune, échelon de proximité, et cet échelon stratégique qui est l'intercommunalité. Pour autant, on sait très bien qu'il faut des fois des ajustements et que certaines compétences sont parfois de nature à être gérées au niveau intercommunal et d'autres à un niveau qui est plus un niveau de proximité. Voilà pourquoi je crois qu'on va vraisemblablement dans le bon sens avec ce transfert de compétences à la carte. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Ma prise de parole vaut pour l'article. Si vous êtes d'accord, Monsieur le Président, il vaut aussi présentation de l'amendement 827 qui, comme voilà, on mutualise. Ça me permettra également de rendre des avis encore plus rapides sur les différents amendements et poser peut-être un peu l'explication aussi de cet amendement 827 qui, comme je le disais tout à l'heure, est pour moi l'occasion d'avoir la parole et le débat sur ce sujet. Comme je vous l'ai dit en discussion générale, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis un opposant, j'étais un opposant, je suis toujours un opposant de la loi NOTRe. Donc je ne vais pas commencer ce soir en tant que membre du gouvernement, de commencer à défendre quelque chose que j'ai combattu. Je n'étais pas parlementaire, mais enfin, si j'avais été parlementaire, j'aurais voté contre. Y compris, d'ailleurs, si j'avais été sénateur LR à cette époque, j'aurais voté contre. Il se trouve que on ne peut pas nier une deuxième chose, pour ça je suis très sensible à la tonalité, à la philosophie de ce que dit Mathieu Darnaud, c'est qu'entre-temps, elle a commencé à créer du droit, quoi que l'on en dise. Et donc, non seulement il faut regarder évidemment ce qui a été voté, puis il faut aussi en même temps regarder comment ça fonctionne depuis que c'est en vigueur. Et comme le dit le rapporteur Darnaud, en plus, on a tous nos différences territoriales et nos expériences locales qui viennent nourrir des choses très contraires. D'ailleurs, puisque ça fait 2 ans que je suis au gouvernement, quand je me déplace en Bretagne, je vois bien que la vie de l'intercommunalité et le fait régional correspond à quelque chose d'historique. Quand je me rends dans l'Île-de-France, Monsieur le Président Dallier, par exemple, évidemment, ces questions sont regardées complètement différemment. Et puis, si on se rend dans d'autres territoires, je pense par exemple aussi au centre de la France, dans le Lot ou ailleurs, on voit bien que l'intercommunalité a été vécue comme quelque chose d'encore plus douloureux parce que derrière se posait la question de la vie de la ruralité dans ces territoires. Donc, chemin faisant, il nous faut aujourd'hui, effectivement, nous ne trouverons pas de consensus sur ce sujet, mais je pense qu'on peut faire converger les points de vue et tenter quelques innovations, pour le moins téméraires, et en faisant attention, bien sûr, à ce que nous faisons. Deuxième chose, l'idée d'une
d'une intercommunalité à la carte. Je vais reprendre un peu la terminologie, je crois, que vous défendez. C'est une idée de liberté, donc par définition, elle suscite mon intérêt. Je souhaite néanmoins qu'on ne crée pas en droit des libertés qui soient complètement théoriques ou trop théoriques. Bien sûr, c'est tout le problème. On l'a bien vu d'ailleurs avec le texte précédent. Et c'est aussi pour ça que moi j'ai souhaité avancer sur la délégation, notamment pour l'eau et l'assainissement, qui est une innovation aussi dans son genre. D'ailleurs, j'ai noté que vous ne la repoussiez pas pour autant, que vous la regardiez, parce que cette délégation, elle permet aussi d'imaginer quelque chose de nouveau, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est la différenciation infracommunautaire. Ben oui, on ne peut pas dire que d'un côté, les intercommunalités ont grandi, et puis de l'autre, ne pas avoir des outils qui permettent maintenant au sein d'une intercommunalité de différencier par exemple les modes de gestion de l'eau. Et alors là pour le coup, faites un déplacement en montagne, la question sur les intercommunalités de montagne est extraordinairement aiguë parce que la solution du mode de gestion de l'eau en vallée n'est pas forcément la même que sur le col. Donc là où une régie d'eau vieille d'un siècle qui fonctionne bien dans la montagne correspond à un modèle, et puis dans la même intercommunalité, dans la vallée, on peut avoir un bout de syndicat avec 3-4 communes qui fonctionnent bien depuis 50 ans, et puis à côté, vous avez des communes qui ont besoin de la solidarité intercommunale pour exécuter et rendre à bien cette mission. Donc en plus, on n'a pas encore, et vraiment Mathieu Darnaud, merci de la manière dont vous avez présenté les choses, on n'a pas encore complètement en plus tiré les conclusions de l'agrandissement des périmètres. Parce que dans quelque chose qui était plus petit, exécuter les compétences n'avait évidemment pas du tout la même saveur, y compris en matière de gouvernance, de prix, de solidarité, etc., que sur des ensembles beaucoup plus grands. Donc la délégation, on y reviendra sur les articles qui suivent, mais sur l'eau et l'assainissement, est un des moyens de commencer une expérimentation, c'est la différenciation infracommunautaire. Là où le charme des compétences sont bien sûr un charme qui s'applique sur l'ensemble de l'intercommunalité. Moi, j'ai toujours été fasciné par le triptyque compétences obligatoires d'un côté, compétences optionnelles mais obligatoires au final parce qu'il faut piocher dedans de l'autre, et puis enfin des compétences facultatives. Bon, enfin, si je suis attaché à la délégation sur l'eau et l'assainissement, c'est qu'il faut pouvoir différencier au sein de l'interco. Or, au risque d'être un peu redondant, avec vos compétences, soit tout monte, soit tout descend, mais vous n'avez pas du tout de différenciation possible. Donc ça, je souhaite qu'on le regarde avec beaucoup de bienveillance, parce que ça me semble être quelque chose qui va, à mon avis, dans le bon sens. Troisième chose, je suis un peu long, mais après, vraiment, je me tairai, sur ce que veulent nos collègues élus. Je vois bien que les 96 heures de grand débat avec le président, les congrès des maires dans lesquels je me rends, ce que les maires de l'heure, évidemment, me disent, etc., correspond à une chose qui, globalement, se résume en une phrase, c'est « gommez-moi tous ces irritants de la loi NOTRe, mais on veut plutôt de la stabilité ». Pas de grand soir sur la gouvernance, on vient d'en parler longuement. Pas de grand soir sur les périmètres, on sera amené à en parler bientôt. Mais pas vraiment non plus de grand soir sur les compétences, sauf quelques compétences particulières sur lesquelles il y a des demandes d'assouplissement. Mais si on écoute bien, un certain nombre de parlementaires étaient là pour les rencontres pendant le grand débat, personne ne nous demande non plus forcément quelque chose de révolutionnaire. Et puis quand je parle avec un certain nombre de parlementaires ou avec certaines associations d'élus, pour celles bien sûr qui se sont prêtées à cet exercice intéressant, je vois bien que comme il n'y a pas des lois territoriales tous les 4 matins, il y a l'occasion de poser quelque chose qui est intéressant, c'est un peu ce que la commission des lois a fait, en se disant allez, c'est l'occasion, faut y aller. Et d'ailleurs, une fois de plus, merci de l'honnêteté et de la qualité de l'intervention de Mathieu Darnaud, parce que c'est un peu l'introduction et l'apéritif, pardonnez-moi cette expression, aussi aux textes qui vont venir sur... non, pas, il est un peu tôt, même si on parle d'eau en plus. Donc, non, mais un apéritif à tous les travaux que nous allons avoir sur décentralisation, déconcentration, différenciation. Parce que quand nous disons, ou comme j'ai dit à la tribune du Sénat, que c'était avant tout une loi pour le bloc communal, ben, il va sans dire que la grande loi de compétences, sur laquelle on va s'interroger sur le rôle de l'État, le rôle de la région, le rôle du département, aura forcément un impact sur la question des compétences du bloc communal. Ou alors ça reviendrait à dire que notre loi à venir serait une loi de décentralisation uniquement pour les régions, les départements et traitant les questions métropolitaines, mais que le bloc communal ne serait pas concerné. Non. Donc évidemment, tout ça s'emboîte avec un peu de complexité, mais enfin après tout, on va essayer de la surmonter. Cette demande de stabilité, on y reviendra, elle se traduit sur le terrain politique et institutionnel. Je crois aussi qu'elle se traduit sur le terrain financier. Pour m'être largement opposé à cette loi NOTRe, et quand j'étais
président de conseil départemental, donc membre de l'ADF, j'ai repris les débats de l'époque. Et je suis un peu fasciné, c'est l'élu local et puis le ministre qui parle 30 secondes, je suis assez fasciné qu'on se soit posé beaucoup de questions sur le terrain institutionnel, les compétences, comment ça fonctionne, etc. Jamais en interrogeant, j'ai d'ailleurs eu cette conversation intéressante avec le président Retailleau, sur l'impact financier. Et bien souvent d'ailleurs, je voyais que commission des lois et commission des finances, parfois, ne se parlaient pas assez, pardon de le dire comme ça, sur ces sujets. Et que ce qui a pu être voté dans le cadre de la loi NOTRe, on se retrouvait parfois avec d'autres sénateurs lors de l'examen du projet de loi de finances sur la mission en relation avec les collectivités territoriales, et avec des décisions sur la péréquation, la DGF, bref, qui étaient complètement orthogonales avec les décisions qui étaient prises sur les compétences. On y reviendra tout à l'heure sur les affaires de CIF. Ce ne sont pas des questions à prendre à la légère, parce qu'une fois de plus, si la liberté intellectuelle, politique que l'on donne d'un côté se traduit par des bouleversements financiers de l'autre côté, je veux juste être sûr que collectivement nous l'assumons. Parce qu'il ne m'a pas échappé quand même que la DGF a continué de beaucoup bouger suite au mouvement des périmètres de PCI et à la loi NOTRe, parce que bien sûr, quand vous changez de PCI, le critère de richesse, etc. évolue, donc vos dotations évoluent. Sauf qu'il n'y avait plus grand monde au moment du congrès des maires ou de ce genre de rendez-vous pour défendre la mesure. Alors pourtant, ce sont les critères qui sont appliqués depuis 40 ans. Donc si je fais cette pédagogie, c'est que je veux bien m'assurer quand même de ce que nous faisons collectivement, y compris sur le terrain financier. C'est très important. D'ailleurs, peut-être aurais-je dû être auditionné par les deux commissions, et commission des lois et commission des finances. Je n'ai pas été auditionné par la commission des finances. Ce n'est pas du tout un reproche. J'y pense au moment... Merci, monsieur le sénateur Lefebvre. J'y pense au moment où je vous le dis. Mais il est clair qu'il y aura un certain nombre d'implications. Je crois d'ailleurs que les élus du Grand Paris qui sont ici présents, mesdames, messieurs les sénateurs, vous en savez quelque chose, puisque le mécano institutionnel a, pardonnez-moi cette expression, a surexcité tout le monde. Et c'est ensuite que les questions financières sont venues, et nous nous retrouvons tous au pied de ce mur à essayer de gérer les choses tant bien que mal. Dernier point. Oui, pardonnez-moi. Non, juste si vous pouviez conclure. Oui, alors après, mon temps de parole est illimité, mais je ne vais pas en abuser, monsieur le Président. Non, mais après, je me tais véritablement sur la plupart des articles à venir. Je ne reprendrai plus la parole, je me contenterai de donner des avis. Je défendrai l'amendement de suppression, en fait, pour revenir à l'écriture initiale, pour toutes les raisons que je viens d'indiquer, en nous assurant bien d'emprunter la bonne voie. Dernier point, puisqu'on a parlé beaucoup de gouvernance, je livre un dernier élément de réflexion, parce que je ne crois pas beaucoup à des clivages Parlement-gouvernement, gauche-droite, association d'élus, Parlement, etc. sur ces affaires, sauf bien sûr à vouloir faire de l'eau et de l'assainissement une question politique. Bon. L'intercommunalité à la carte posera aussi la question de la puissance des uns et des autres au sein de l'intercommunalité. Il ne faut pas que les plus gros, démographiquement, ou les plus riches, parce qu'une capacité à récupérer facilement des compétences, pousse l'intercommunalité. Alors là, vous allez me dire, oui, mais vous dites liberté tout le temps. Je la défends. Je dis juste que je veux qu'on mesure à chaque fois l'impact, que cette grande intercommunalité à la carte ne soit pas source aussi de tensions inutiles, parce que certains l'ont dit au début du débat, il faut aussi faire attention aux petites communes rurales, et il ne faudrait pas non plus qu'elles soient les laissées pour compte d'une intercommunalité à la carte qui apparaîtrait comme étant une liberté réelle, mais en même temps qui donnerait lieu à une forme de darwinisme communautaire qui serait, à mon avis, malvenu pour nos collègues élus locaux. Voici le débat tel que je souhaitais le planter devant vous. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Bonhomme, pour prise de parole. Merci, monsieur le président. Oui, monsieur le ministre, vous l'avez dit en début de l'examen de ce projet de loi mardi dernier, ce texte vise à réparer l'échelon communal, qui a été fragilisé, voire même polytraumatisé au fur et à mesure des différentes réformes territoriales. C'est un constat que nous avons tous été amenés à faire, je crois. À chaque nouveau transfert forcé de compétences issu de la loi NOTRe, cela a été un facteur de déstabilisation et parfois de démobilisation. Cet article 5 est important, car s'il n'est pas le grand soir que vous ne souhaitez pas, il vient corriger une situation qui permet une liberté locale nouvelle, celui d'assouplir la répartition des compétences entre les échelons
de l'organisation territoriale et de sortir de la logique autoritaire et uniforme. Il le permettra, en tout cas je l'espère, soit en autorisant les EPCI à confier la gestion de services ou d'équipements de proximité à leurs communes membres, soit en ouvrant la voie à des transferts à la carte de compétences communales à l'intercommunalité. Et cela, il est vrai, tout en visant la neutralité financière des restitutions de compétences aux communes. Cet article 5 doit donc et peut donc contribuer à débloquer des situations intercommunales tendues, à favoriser l'exercice d'une liberté locale librement consentie au moyen d'un accord entre les parties. Tout cela, je crois, est important parce que cela peut donner corps à une idée auquel nous sommes ici, je crois, très attachés, celui de la subsidiarité territoriale. Merci, chers collègues. Donc, nous allons entamer l'examen des amendements sur cet article 5A. Pardon, Monsieur Kerrouche. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. C'est une question qui est pour le moins complexe. D'abord, je pense qu'il faut qu'on puisse voir que la proposition qui nous est faite est relativement circonscrite. Elle concerne les compétences facultatives. Je rappelle juste qu'il y a des compétences obligatoires, optionnelles et facultatives. Et que dans ces compétences facultatives, rien qu'en raison de leur dénomination, le périmètre qu'elles recouvrent est relativement limité quand on le met en comparaison avec les compétences structurantes que sont les compétences obligatoires et les compétences optionnelles. Alors, autant je pense que la suppression des compétences optionnelles est une hérésie, parce qu'elle met un risque fort sur les communes et sur l'intercommunalité, autant en ce qui concerne les compétences facultatives, il me semble que, éventuellement, même si on a du mal, Monsieur le ministre, je vous l'accorde, à en mesurer l'impact, il me semble que ça ouvre un volant de différenciation qui permet éventuellement à certaines communes d'être aidées, notamment, par exemple, les plus petites, je pense qu'elles peuvent bénéficier de cette mesure, et que ça ouvre une souplesse au sein de l'intercommunalité qui permet de faire du sur-mesure. Mais c'est vrai, Monsieur le ministre, je vous l'accorde, qu'en entrant par cette porte, on est déjà dans une logique de différenciation territoriale. Mais dans la mesure, encore une fois, où il ne s'agit que du champ des compétences facultative, qui est largement circonscrit. Et quand on regarde les budgets des intercommunalités, toutes choses égales par ailleurs, l'importance de ces compétences facultatives au regard de l'importance des budgets communautaires est relativement faible. Partant de là, si on parle de souplesse et de flexibilité, de la possibilité d'intégrer mieux certaines demandes communales, il me semble que, entre guillemets, c'est un risque à prendre. Nous serons favorables à cette mesure, complètement défavorable à celle de la remise en cause des compétences optionnelles, qui est pour nous complètement démagogique, et un souci sur l'article 5C, où la neutralisation financière qui est trouvée ne me semble pas la plus pertinente. Mais encore une fois, sur le 5A, le 5B, il semble difficile de ne pas tenter cette expérience. Merci, chers collègues. Donc, deux amendements identiques, puisque le 346 n'est pas défendu, il tombe. De 447, Monsieur de Belenet. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, l'amendement a été défendu par le ministre, qui porte quasi le même, mais je voulais simplement attirer notre attention sur le fait qu'en matière de liberté et de différenciation, il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui existent, qui sont souvent méconnus et très certainement sous-utilisés presque sur tout le territoire national. La définition de l'intérêt communautaire n'est pas toujours pleinement appropriée quand elle est possible, lorsqu'elle est prévue par les textes. Et puis, il y a évidemment un certain nombre de dispositifs de mutualisation, notamment le service commun, qui permettent aux communes de travailler ensemble, avec ou sans le PCI. Mais il y a un point qui me dérange fortement dans le texte tel qu'il est écrit en sortie de la commission. Dans les mécanismes type service commun, le lien entre le financeur et le bénéficiaire est très précisément identifié. Dans le texte issu de la commission, je pense qu'il
il y a un vrai sujet eu égard à l'égalité des contribuables face aux charges publiques. Voilà, je ne complète pas plus, une vraie interrogation là-dessus. Il y a un certain nombre d'outils, optimisons-les, valorisons-les, faisons-les connaître davantage. L'amendement a été défendu pour le reste. Merci, chers collègues. Donc l'amendement du gouvernement a effectivement été défendu, le 827. Monsieur le rapporteur. Oui, comme je crois beaucoup à la démonstration par l'exemple, je vais prendre un exemple qui n'est absolument pas de mon territoire ardéchois, qui est un exemple normand, monsieur le ministre. J'ai eu l'occasion, dans le cadre des 2 rapports que j'ai rendus sur le sujet avec la commission des lois, à observer une des problématiques issues de la loi NOTRe, c'est la question des compétences dites orphelines. Ces compétences que personne finalement ne voulait reprendre lorsqu'il s'est agi de marier des ensembles intercommunaux différents. Et dans ce cadre-là, j'ai eu l'occasion, je ne crois pas qu'il y ait nos collègues du Calvados, d'aller voir le mariage pour que quand la mer devienne communauté urbaine, entre la communauté d'agglomération, qui ne dépassait pas le seuil des 250 000, et une petite communauté de communes entre Mu et Tu, qui avait finalement fait le choix de porter beaucoup de compétences périscolaires en matière de centres de loisirs, des compétences totalement facultatives, ce qui est exactement le cas qui est défendu ici. Et en rencontrant le préfet du département, celui-ci nous a dit clairement, et c'est pour ça que ça me permet de répondre à ce que disait notre collègue de Benney, non, il n'y a pas aucune possibilité de traiter ce sujet, si ce n'est 2 façons de le faire. La première, c'était, excusez du peu, ça ne me semble pas aller dans les objectifs poursuivis par la NOTRe, de recréer un syndicat pour gérer les compétences orphelines. Ça ne me paraît pas être un prix de vertu. Ou deuxièmement, ce qui s'est passé, de transformer la communauté de communes en commune nouvelle. Ça peut être, Madame Gatel, chère co-rapporteur, une bonne idée. Toujours est-il qu'il y a quand même un sujet dans l'exemple et dans ce que vous évoquiez, cher collègue Arnaud de Belenet, une impasse sur ce type de sujet. J'ai pris celui-là, mais on pourrait le multiplier, pas à l'infini, rassurez-vous, mais il y a les exemples qui épousent cette problématique sont légion, et je crois que cette gestion à la carte, ce transfert à la carte sur des compétences, et nous le disions bien, facultative, permet vraiment, avec la souplesse qui va bien, de traiter ce type de problématique. Et ne doutons pas qu'il y aura, bien sûr, en l'état des besoins qui se feront jour pour utiliser ce type de fonctionnement. Et demain, vraisemblablement, d'autres fusions ou défusions qui interviendront et qui poseront exactement le même type de problème. Donc ce type de souplesse, je crois qu'il est particulièrement intéressant parce qu'il apporte des réponses très concrètes à ce genre de gestion de compétences. Et je crois que pour toutes ces raisons, ce sera par rapport à l'amendement qui a été présenté par notre collègue de Belenet un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. Donc je mets aux voix ces 2 amendements de suppression 447-827 avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 864, Madame Sollogoub. Merci, Monsieur le Président. Si vous permettez, je vais défendre les 3 en même temps, puisque ce sont en quelque sorte des amendements de cohérence par rapport aux dispositions qui sont donc conservées. Et puisque le principe de sécabilité des compétences est gardé, eh bien, il faut adapter les termes et pouvoir dire, au lieu de dire l'ensemble des biens, de pouvoir dire tout ou partie des biens. Voilà. Merci, collègue. Donc, sur ces 3 amendements, monsieur le rapporteur. Oui, je vais être très bref parce qu'ils me paraissent être totalement satisfaits, au moins le 863 et le 865. Donc ce sera une demande de retrait ou à défaut un avis défavorable. Et y compris sur le 864. Ok. Monsieur le ministre? Oui, avis défavorable. Défavorable. Ils sont maintenus ou retirés? Ils sont retirés. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'article 5A. Pardon, Madame la rapporteure.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis que nous passons ces journées tous ensemble ici au Sénat, vous nous avez redit votre conviction de l'impérieuse nécessité de la liberté. Partant de là, nous traitons aussi les irritants de la loi NOTRe qui parfois viennent de périmètres forcés en reconstitution d'intercommunalités qui créent des ensembles très vastes, très différents, regroupant parfois des communautés de communes qui exerçaient des compétences, on va dire, de proximité. Je rappelle que la liberté que nous demandons, parce que c'est exactement dans l'esprit dont vous nous parlez depuis le premier jour où nous sommes ensemble, c'est un principe de liberté, mais pourquoi faire? Ça n'est pas, si je puis dire, d'une manière très ordinaire, open bar, et chacun y va et fait ce qu'il veut. C'est une liberté qui est excessivement contrôlée, et c'est une liberté responsable. Parce que je rappelle d'abord qu'il ne s'agit que de compétences facultatives, ce qui veut dire que quand la loi a créé des compétences facultatives, elle a intégré le fait que l'interco pouvait composer ses compétences à la carte sur un principe de différenciation. Et enfin, pour que ces libertés puissent s'exercer, il faut que le Conseil communautaire détermine la liste des compétences qui seront concernées, détermine les conditions de cette affaire, et qu'enfin toutes les communes seront amenées à délibérer sur le fait d'exprimer leur accord ou pas, sur le fait qu'on va déléguer à une ou plusieurs communes la compétence facultative. Donc, sincèrement, Monsieur le Ministre, vous voyez que c'est une liberté sous grande surveillance, sous contrôle, et vraiment une liberté exercée de manière responsable. Donc, et j'en terminerai en faisant un lien avec ce qu'a dit notre camarade Gabouty tout à l'heure. On nous explique que la liberté est quelque chose d'extraordinaire, mais qu'en même temps, on nous dit attention, un peu comme le père Fouettard, vous allez mettre en œuvre des libertés, mais faites attention parce que vous serez rattrapés par la cavalerie du coefficient d'intégration fiscale. Donc vous avez le droit de faire, mais vous ne pouvez pas faire. Donc, Monsieur le Ministre, très sincèrement, à un moment, on a créé un système fiscal sur lequel je dirais simplement qu'il était sans doute en conformité. Non, avant d'être budgétaire, il répondait à des aspirations, il répondait à des nécessités. Aujourd'hui, l'intercommunalité, ça a été dit par mon collègue Darnaud et très bien par notre collègue Gabouty, a totalement évolué. Nous sommes aujourd'hui à un niveau d'intégration qui me semble être le maximum. Donc ne croyez-vous pas, Monsieur le Ministre, que pour permettre d'exercer la liberté que vous nous offrez et que vous nous encouragez à prendre, il conviendrait de revoir aujourd'hui les règles du CIF. C'est possible sans qu'il y ait d'impact et de dégâts collatéraux sur les autres intercos. Merci Madame la rapporteure. Madame Cukierman pour explication de vote sur l'article 5A. C'est bien ça. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bien évidemment pour dire que nous allons voter cet article. D'abord parce que je crois que depuis le début effectivement de ces débats, nous avons défendu la liberté communale. Et donc nous continuerons de la défendre bien évidemment tout au long de cette première partie et des suivantes. Et puis peut-être rappeler, Madame la rapporteure, vous venez de parler d'un des irritants de la loi NOTRe. J'aurais envie de dire, je crois que c'est un peu plus qu'un irritant de la loi NOTRe auquel nous nous attaquons avec la rédaction de ce nouvel article. Pardon, excusez-moi, la fatigue pèse, de ce nouvel article et des suivants. C'est en partie en tout cas, pas simplement un léger ajustement, mais effectivement une nouvelle philosophie qui est donnée sur la place des communes et de l'intercommunalité. Et vous voyez, quand je disais tout à l'heure que plus que de savoir finalement par quels moyens les élus des communes vont recevoir l'information de l'intercommunalité, mais c'est bien par des actes et par des décisions fortes qui redonnent les moyens et la capacité à agir aux élus locaux de répondre aux besoins de leur population, eh bien je crois que là, on est en tout cas dans la bonne direction et nous voterons cet article et nous tenions donc à le souligner de l'effort et de la qualité du travail de la Commission des lois. Merci, chers collègues. Donc je mets aux voix l'article 5A avec
Je mets aux voix. Qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. À l'article 5, deux amendements en discussion commune. 829, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Non, Madame la Sénatrice, je ne méconnais pas ce que disent les élus locaux, et encore moins d'ailleurs dans votre département, parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer à de nombreuses reprises. Rentrons un tout petit peu dans l'ordre et le détail sur ce débat, qui est un débat, effectivement, vous avez raison, sur lequel nos collègues élus locaux nous demandent de bouger. Et moi, vous savez, je ne suis pas du tout doctrinaire. Est-ce qu'il fallait assouplir? Ça a déjà été un peu fait. Est-ce qu'il fallait aller plus loin et plus vite? Je le souviens d'une question de M. Darnaud au gouvernement il y a maintenant quelques mois, ou voire en même temps plus d'une année. Peut-être aurions-nous dû assouplir plus vite et plus rapidement. Amende honorable. Non, mais je le dis. Deuxième des choses, est-ce que la qualité du service public de l'eau dans notre pays est satisfaisante? C'est l'ancien secrétaire d'État à l'écologie qui a mené les assises de l'eau, avec d'ailleurs, Monsieur le Président Moret, le concours de la Commission du développement durable de cette maison. Est-ce que le service public en matière d'eau est satisfaisant? La réponse est non. C'est pas pour faire insulte ou injure à qui que ce soit. Enfin, le service public, notamment sur l'eau claire, pose de vraies difficultés, rentabilité, évidemment rendement en plus. Vous avez pratiquement 1 litre sur 4 à 1 litre sur 2. C'est pas moi qui le dis, Monsieur Bonhomme. Bon. Non, mais attendez. Je veux bien après que des personnes viennent dire au micro ici, avec journal officiel faisant foi qu'il n'y a aucune fuite dans ce pays. C'est pas le cas. Nous sommes un grand pays moderne dans lequel, malheureusement, il y a un scandale écologique sur la déperdition en eau. Et je pense qu'il faut avoir le courage de le dire et de le reconnaître. La troisième des choses, est-ce que cette question de l'adduction d'eau potable, plus que de l'assainissement à vrai dire, est-ce que c'est une question qui est devant nous à cause bien sûr des grands changements climatiques et de la résilience climatique? La réponse est oui. Et d'ailleurs, puisque cette maison aime à défendre l'agriculture, je pense que nous aurons dans les années qui viendront de graves difficultés sur certains moments de l'année, parce que pour le coup, une partie de nos concitoyens, notamment nos concitoyens agriculteurs, viendront nous voir en disant « mais pourquoi il y a des problèmes d'adduction en eau ?» Je redémarre par le fond de la compétence, parce que si on ne parle pas du fond de la compétence, évidemment, on a des difficultés à parler du reste. Je reste donc persuadé que pour des raisons de massification de l'investissement, l'échelle intercommunale n'est pas une mauvaise échelle. J'entends que sur le terrain, elle crée du tracas plus que ça, parce c'est rigide la manière dont ça a été imaginé, et puis c'est tout ou rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est en clair, soit toute la compétence monte, soit toute la compétence descend, avec en plus les règles de calendrier que vous connaissez. Puis en plus, la réalité, c'est que par rapport à d'autres compétences, on parlera de tourisme, d'urbanisme peut-être tout à l'heure, enfin, peut-être sûrement, celle-là, elle est redoutablement rigide, parce que bien sûr, les nappes phréatiques ne s'arrêtent pas aux limites communales ou d'ailleurs intercommunales. D'ailleurs, on le verra sur le projet de loi futur. Certains conseils départementaux réclament de récupérer les réseaux de manière plus globale. Donc c'est une question qui est sur la table, que l'ADF, cher ancien collègue, porte de manière aussi un peu historique. Qu'est-ce qui se passe avec la DGCL? Vous êtes tous tout d'un coup surexcités quand on parle d'eau et d'assainissement. Donc sur la question du niveau de compétence, il est clair que le niveau intercommunal est un niveau qui est quand même pertinent. Je disais que les nappes phréatiques ne s'arrêtaient pas aux limites communales et intercommunales. Les besoins d'interconnexion et de solidarité en eau sont des besoins qui vont de plus en plus monter, puisque vous avez des communes qui ont de l'eau, une source de production de l'eau, et des communes qui n'en ont pas. Et c'est d'ailleurs bien pour ça, et là pour le coup une fois plus, je n'ai pas été partisan de cette loi NOTRe, c'est bien pour ça qu'historiquement ce sont souvent des syndicats parfois qui sont à la manœuvre, tout simplement parce que l'idée de se mettre ensemble était déjà quelque chose, souvent, était déjà quelque chose qui prédominait pour des raisons de bon sens. Donc cette affaire de compétences intercommunalisées n'est pas qu'aberrante. Je veux dire, elle n'est pas qu'aberrante. Ce qui est aberrant, c'est quand vous avez une commune qui a une régie d'eau qui fonctionne bien depuis un siècle, c'est d'imposer à cette régie d'eau de s'arrêter et de tout remonter à l'interco. Ou quand vous avez un bout de syndicat, le bout n'est pas du tout péjoratif, mais qui fonctionne bien depuis 40 ans sur 3 ou 4 communes, pourquoi anéantir ce syndicat si ça fonctionne bien depuis 40 ans? C'est ça le nœud du problème sur eau et assainissement. Et le caractère intransigeant du transfert de compétences
de bloc à bloc et de manière un peu brutale, à nier cette réalité territoriale et parfois très historique, et vous m'y autoriserez, très géographique. Bon. Donc, si nous proposons cet amendement gouvernemental, c'est pour revenir tout simplement, et je ne rentre pas de nouveau sur l'optionnel, le facultatif, j'essaie d'inventer quelque chose de nouveau, non pas, Madame la sénatrice, pour avoir un énième assouplissement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous étiez, oui, je crois que vous étiez déjà là, c'est d'inventer aussi un niveau de souplesse infra-communautaire. Je parlais de la montagne tout à l'heure. Ben oui, vous avez parfois sur le col d'une montagne une commune en régie et dans la vallée, un groupe de communes en syndicat qui fonctionne bien et un autre groupe de communes qui a besoin de la solidarité intercommunale. C'est quelque chose qui d'ailleurs peut vous parler en Drôme parce que c'est souplesse territoriale avec des intercommunalités qui ont grandi. On en a besoin. Donc la délégation en la matière, j'y crois. Comme je fais attention à ce que je dis et à ce que je fais, c'est bien pour ça aussi que le CIF n'est pas impacté tout simplement parce que l'interco reste propriétaire de la compétence. C'est ça la vraie nouveauté. C'est l'interco est propriétaire et elle choisit de déléguer sous son contrôle. Et en plus, mieux que ça, elle délègue ce qu'elle veut où elle veut dans le périmètre, mais on lui permet dans notre proposition gouvernementale de déléguer ce qu'elle souhaite. Je m'explique. Seulement les tarifs, seulement l'investissement, seulement la gestion, tout à la fois avec une grande liberté, tout à la fois avec un cahier des charges en disant non mais ça sera tel tarif et pas autrement, comme n'importe quelle solution délégant-délégataire. En un mot, accepter cette proposition, c'est accepter aussi que ce fameux principe de subsidiarité dont nous parlons tant est un principe qui est compatible, messieurs les sénateurs Marie et Kerrouche, avec le phénomène intercommunal. On dit que pour des raisons de clarté, l'intercommunalité est propriétaire, pardon de cette expression, d'un certain nombre de compétences, avec toutes les mesures de liberté sur lesquelles on peut avancer. Une fois de plus, je ne suis pas fan de tout ce qui est optionnel, etc. Mais c'est la vie, c'est déjà fait. Mais on invente cette délégation qui permet d'avoir une vraie différenciation territoriale. Et pardon, mais ça présente une qualité majeure. Comme toute délégation, le jour où le délégant, en l'occurrence le PCI, en l'occurrence donc l'Assemblée des maires, puisqu'il faut faire en sorte que tout ce que nous avons imaginé depuis 2 jours sur le volet gouvernance, si cette délégation ne convient plus, eh bien, comme n'importe quelle délégation, le délégant peut le reprendre au délégataire. Si le syndicat ne s'exécute pas convenablement sur un programme d'investissement en eau, s'il y a des problèmes de qualité de l'eau, si dans telle commune, il y a une pétition, parce qu'on s'aperçoit qu'au fond, tout ça, ça ne fonctionne plus, etc., eh bien, l'intercommunalité, avec beaucoup de liberté, c'est pour ça que la délégation, c'est la liberté, c'est aussi la souplesse, eh bien, reprend la compétence en question. Ça me semble plutôt marrant à expertiser, ça me semble nouveau, et surtout, on ne peut pas dire les intercos ont grandi, et puis continuer de raisonner avec des systèmes de blocs de compétences qui bougent de manière complètement uniforme. Il faut imaginer des solutions infracommunautaires. Voici le sens de mon expression longue sur l'ensemble de cet article 5. Merci, Monsieur le Ministre. C'était sur un amendement, là. Mais bon, ça, c'est réécrit l'article. Le 523, Monsieur Kerrouche, ou Monsieur Marie, pardon. Merci, Monsieur le Président. La mise en œuvre de la compétence eau et assainissement s'est heurtée effectivement à un grand nombre de difficultés, ce qui a amené le législateur à plusieurs reprises, et ici même au Sénat, à trouver des modalités d'assouplissement de la mise en œuvre de la compétence. Notre amendement propose de maintenir pour ce transfert la trajectoire issue de la loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences au assainissement, à savoir un pouvoir d'opposition au transfert ouvert aux communes membres qui n'exercent pas ces compétences ou l'une d'entre elles à titre optionnel ou facultatif. Si 25% des communes membres représentent au moins 20% de la population intercommunale, si elles s'opposent par délibération avant le 1er juillet 2019 au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement, la minorité de blocage est activée et le transfert reporté au 1er janvier 2026. Ce mécanisme de blocage s'applique aussi aux communes membres de communautés de communes qui exercent à titre facultatif un service public d'assainissement non collectif. Conformément aux amendements que le groupe socialiste avait déposés lors de l'examen de la loi du 3 août 2018, qui sont repris par le présent projet de loi, cet amendement élargit le pouvoir d'opposition des communes, à savoir le pouvoir d'opposition à l'ensemble des cas où la compétence est exercée qu'en partie par la communauté de communes, et d'autre part, pour permettre aux communes de se saisir de cette faculté, l'amendement prévoit qu'elles pourront délibérer en ce sens jusqu'au 1er juillet 2020. Le projet de loi du gouvernement fixait une date butoir au 1er janvier, mais il nous semble indispensable de permettre aux nouvelles municipalités qui seront élues en mars 2020 de pouvoir s'exprimer sur ce sujet important.
Chers collègues, monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, ça n'est pas un sujet nouveau dans cet hémicycle, puisque je veux vous rappeler qu'ici même, le 23 février 2017, alors j'excuse les socialistes puisqu'ils nous ont appris aujourd'hui qu'il y avait sentiment d'évolution avec le message porté par le président Caner sur le fait qu'il n'y ait que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Mais nous avions à l'époque voté à l'unanimité, moins une abstention, le fait de laisser un caractère facultatif à l'exercice de la compétence eau et assainissement. Si nous avions fait ça à l'époque, et si, je l'espère, et c'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre dans les propos de notre collègue Marie-Pierre Monnier, certains ont encore à cœur de faire en sorte que cette compétence puisse redevenir facultative, c'est que cette compétence eau, plus encore que la compétence assainissement, elle a un caractère tout à fait singulier. Et nous sommes d'accord sur le constat, Monsieur le Ministre, mais pourquoi alors ne pas tout simplement rendre le caractère facultatif à cette compétence? Ça ne veut pas dire, et je m'empresse de le dire, que le modèle que vous présentez n'est pas intéressant. Et d'ailleurs, nous allons y venir parce que nous le trouvons relativement audacieux et pourquoi ne pas l'étendre, mais ce sera l'objet d'un autre article. Ce que je veux dire en l'espèce, c'est que, avant même que la loi NOTRe ne soit votée, 54% des EPCI avaient déjà pris les compétences eau et assainissement. Pourquoi nous en sommes venus à voter le 23 février 2017 cette disposition qui permet de rendre la compétence facultative? C'est tout simplement, et vous l'avez vous-même exprimé, Monsieur le Ministre, parce qu'il y a des territoires qui éprouvent les plus grandes difficultés à transférer cette compétence. Et puis il y en a d'autres parce que oui, aujourd'hui c'est un principe établi, certains territoires où malheureusement il faut se poser la question de la ressource en eau, de la sécurisation de la ressource, et de ce fait, certains ont choisi non pas de le confier à un niveau communautaire, mais supracommunautaire. Nombre de départements ont créé des syndicats départementaux, voire bidépartementaux, c'est le cas notamment de l'Alsace, parce que cette compétence est tout à fait singulière, qu'elle nécessite une ressource en matière d'ingénierie tout à fait spécifique et qu'elle répond à des équations et à des problématiques de territoire qui lui confèrent justement ce caractère tout à fait particulier. Et je crois, d'ailleurs il suffit pour les sceptiques de regarder l'évolution du coût de l'eau pour celles des communes, et notamment des communes de montagne, qui ont transféré à l'intercommunalité, et là je vous invite, j'avais déjà dit à la ministre Gourault qu'il serait intéressant d'avoir une étude sur l'évolution, voire l'explosion du coût de l'eau sur certains territoires intercommunaux qui sont dus à ce transfert. Moi, je vous invite, Monsieur le Ministre, je pense qu'il serait très intéressant de faire l'exercice et surtout, pour nous tous, ce serait un enseignement riche. Donc, encore une fois, je crois que l'exercice facultatif de cette compétence au niveau communal, voire intercommunal, et quand cela tombait sous le sens, les élus l'ont fait, voire sous la forme de syndicats. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si à l'époque, lorsque nous avons voté en juillet de l'année dernière l'évolution qui épouse finalement l'amendement de nos collègues socialistes, c'est bien qu'il y avait aussi la nécessité de maintenir certains syndicats, puisqu'on a restreint à 2 le nombre de périmètres intercommunal à épouser si on veut le maintien des syndicats des eaux, voire, comme je le disais, à un échelon départemental. Donc cela confère, comme je le disais, une singularité particulière. Et il serait, je pense, dommageable de considérer qu'aujourd'hui notre position, le fait de maintenir une cohérence sur notre position, relève soit de la posture, soit de la volonté de ne pas évoluer. Je crois qu'au contraire, cette position et ce caractère facultatif est profondément moderne pour les raisons que je viens d'évoquer, parce que c'est une compétence qui a besoin de s'adapter véritablement plus qu'aucune autre à la problématique territoriale, qu'on soit, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, sur une zone de plaine, qu'on soit sur une zone de montagne, avec en plus des problématiques propres au ruissellement et à tout ce qui peut aller avec. Donc vraiment, pour toutes ces raisons, moi je vous invite à poursuivre dans la cohérence qui a été la cohérence sénatoriale et à redonner à ces 2 compétences un caractère facultatif. Monsieur le rapporteur, donc un avis défavorable sur ces amendements.
Si j'ai bien compris, Madame Cukierman, pour explication de vote. Oui. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Nous ne voterons pas ces amendements parce que, effectivement, cela a été rappelé, nous avions tout d'abord défendu en son temps la possibilité de conserver un caractère optionnel facultatif de la compétence eau et assainissement. Et je pense, mais je l'ai déjà dit, que nous sommes rentrés finalement là au cœur d'un autre sujet et nous sortons simplement de la question des irritants de la loi NOTRe. Je crois que nous rentrons réellement dans ce qui a posé problème dans nos territoires, des conséquences de la loi NOTRe, et que la question de l'eau et de l'assainissement n'est toujours pas réglée. Et que, effectivement, si la formule initiale telle que présentée dans le projet de loi, j'ai envie de dire, pouvait être un moindre mal, et j'aime beaucoup encore l'argument, j'aime beaucoup avec des guillemets, qui voudrait dire que finalement vous avez proposé ça pour préserver le CIF, permettez-moi de vous le redire, mais là je crois qu'une fois de plus, on reste quand même un petit peu dans un donnant-donnant, et finalement, si vous faites ça, vous serez ceux qui, demain, affaibliraient les finances des communes qui voudraient reprendre la compétence eau et assainissement, alors que je pense que, vu le niveau de crispation que l'on vit aujourd'hui, dans un certain nombre de PCI, on n'en est même pas là, et qu'il y a effectivement besoin, parce que les choix qui ont été faits ici au Sénat avaient su, je crois, être appréciés en tout cas par un très grand nombre d'élus, pouvoir les rappeler. Moi, je veux simplement, Monsieur le Ministre, avant de vous la remettre, vous donner lecture très partielle d'un communiqué que font les élus d'une des communes de mon département, de la commune de Boin, qui ont décidé lundi soir, parce que l'état de crispation autour de ce sujet est tel, de claquer la porte, effectivement, des discussions qu'ils ont aujourd'hui avec l'agglomération en ce qui concerne la remontée de la compétence eau et assainissement. Et donc, c'est vous dire, je crois, quand des élus en arrivent là, la difficulté auxquelles ils sont confrontés. Et ils nous invitent à nous dire que le législateur qui a prévu le transfert de la compétence eau au 1er janvier, en voulant faire une loi nationale et uniforme, a, à notre sens, perdu de vue les enjeux et les spécificités des territoires. Considérant la difficulté qu'il y a à harmoniser le fonctionnement d'une intercommunalité à 87 communes avec de plus des compétences nouvelles, nous pensons qu'il n'y a pas urgence absolue à transférer pour l'instant une compétence supplémentaire, etc., etc. Je transmets à Monsieur le Ministre. Merci, chers collègues. Donc, Monsieur Sido, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. À vrai dire, le mal vient du CIF, du coefficient d'intégration fiscale, parce que beaucoup d'intercommunalités, à l'époque, ont pris compétence eau et assainissement pour augmenter le CIF et par conséquent augmenter les dotations. À vrai dire, ce n'était pas très pertinent, elles ne savaient pas très bien, finalement, au début, comment faire. Mais le problème de l'eau et de l'assainissement, c'est un problème qui est tout sauf communautaire. Tout sauf communautaire. Je commencerai par l'assainissement. C'est une question très locale, pas communautaire. On peut donc soit communal ou soit par mutualisation avec les communes voisines, soit dans la région parisienne, c'est toute l'agglo parce qu'il faut bien évacuer les eaux usées. Donc c'est plutôt du niveau communal ou mutualisation avec les autres communes. Ça, c'est pour l'assainissement. Quant à l'eau, chacun sait qu'elle est res nullius. Il y a certains maires qui croient que c'est leur eau et qu'on n'a pas le droit, etc. Pas du tout. J'étais rapporteur de la loi sur l'eau et j'en sais quelque chose. Bon, elle est res nullius et je noterai qu'il y a trop de captages. Par exemple, dans mon département, la Haute-Marne, il y a plus de 700 captages. 700 captages qu'il faut protéger. Et par conséquent, et en plus, quand il y a des sécheresses, on transporte l'eau par camion, ou alors on attire des tuyaux d'eau pour prendre pendant 8 jours sur un syndicat quelques mètres cubes, puis ensuite on ferme et on reprend son eau. Donc, à vrai dire, l'eau relève d'un syndicat, soit départemental, voire même interdépartemental. Mais pour y revenir, parce que les sécheresses vont arriver, les problèmes vont venir, hein, on le sait, on voit des dépenses incroyables qui sont faites, tout ça pour consommer quelques mètres cubes dans l'année pour écrêter ces étiages. Et par conséquent, pour aller dans le bon sens, je suis d'accord avec monsieur
le rapporteur, et je suis défavorable avec ces amendements, parce qu'il faut revenir au niveau communal pour qu'on fasse autre chose de sensé. Et ce qui est censé aujourd'hui, eh bien, c'est du niveau départemental ou interdépartemental pour faire quelque chose de cohérent et utiliser les ressources en eau qui deviennent de plus en plus rares le mieux possible et le moins coûteusement possible. Merci, Donc, cher collègue. défavorable. Monsieur Cabanel, pour explication de vote. Oui, merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, je suis totalement opposé à ce que vous avez dit, puisque moi, je faisais partie d'un groupe qui a voté la loi NOTRe. Et je me suis bien sûr rendu compte de l'effet négatif que ça pouvait avoir sur le territoire. Vous proposez que, effectivement, dans votre amendement, que cette compétence reste au niveau de l'Interco et par délégation aux communes. Le problème, c'est que si dans l'Interco, une commune veut reprendre la compétence, il faudra qu'elle passe par le vote de l'Interco. Et dans ces cas-là, peu de chance lui sera réservée pour qu'elle reprenne la compétence. Alors, comme le disait le président Caner, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'ai changé d'avis et je pense qu'il faut rendre cette compétence facultative. C'est pour cela que je suivrai donc la commission des lois et je ne voterai pas ces amendements. Merci, Monsieur Marie, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président. La situation est très disparate d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre. Moi, je vais vous parler de mon département que j'ai présidé pendant un peu plus de 10 ans et j'ai eu effectivement à traiter de ces questions de politique de l'eau. Nous avions dans notre département plus d'une centaine de syndicats d'eau et de syndicats d'assainissement. Nous arrivions à des situations où sur un petit territoire, 2 syndicats puisés dans la même nappe phréatique, ayant à peu près un même nombre d'usagers, 2 concessionnaires différents et bien évidemment 2 prix totalement différents. Je pense que cette hétérogénéité de la politique de l'eau ne peut pas durer. Et le meilleur moyen d'avancer, c'est effectivement de l'intercommunaliser à une échelle suffisante pour mettre en œuvre des politiques cohérentes, que l'eau et l'assainissement soient traités par les mêmes, que la politique de l'eau dans son ensemble soit vue globalement. Ceci étant, on connaît les réalités du terrain. Et ce n'est pas toujours si simple de vouloir avancer. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il faut donner des délais, mais qu'il ne faut pas revenir sur la trajectoire. Et donc, ces délais sont ceux que nous proposons dans notre amendement, avec cet horizon 2026 qui laisse du temps au temps et qui permettra effectivement de mettre en œuvre une politique plus globale. D'autre part, et là c'est une position tout à fait personnelle, moi je suis favorable à ce que l'on aille le plus possible et sur les périmètres les plus larges possibles vers une politique publique de l'eau. Et on ne pourra pas aller vers une politique publique de l'eau dans le cadre de cet émiettement des compétences, dans le cadre de cette présence massive dans les syndicats de grands groupes qui n'ont aucune envie, très clairement, que nous allions vers une politique de l'eau. Et je pense que l'intercommunalisation de la politique de l'eau est indispensable si on veut effectivement en maîtriser le prix, en maîtriser la qualité et, le cas échéant, aller vers un service public. Monsieur Mison, pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous nous avez dit, répété et asséné tout au long de la semaine que ce projet de loi reposait sur la confiance. Or, vous le savez, la confiance ni se décrète ni s'achète. La confiance se mérite. En l'occurrence, vous aviez l'occasion de faire confiance aux élus et de leur laisser la responsabilité de choisir eux-mêmes qui faisait quoi. Et moi, j'y voyais une sorte de préfiguration de la différenciation. Faire confiance au terrain, au territoire, et les laisser mettre en place les systèmes qui leur paraissent les plus pertinents, les plus appropriés.
Je veux bien imaginer que là où c'est déjà transféré, on puisse mettre en place un système de délégation, mais là où ça n'est pas fait, pourquoi, si ce n'est par dogme, insister sur cette volonté de dessaisir malgré tout les communes? Ça a été dit, et ceux-là même qui l'ont voté ont changé d'avis, cette loi NOTRe a fait nombre de dégâts. Je pense qu'il est temps que vous le compreniez et que vous prenez en compte l'attente des territoires. Je pense que 96 heures, c'était beaucoup, mais peut-être n'était-ce pas encore assez. Donc voilà pourquoi je ne voterai pas cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur Bodin, pour explication de vote. Oui, je suis dans la même esprit que mon prédécesseur. Effectivement, on est encore sur le reculoir. C'est dommage qu'on mette autant de temps à comprendre ce qui s'est passé avec l'eau et l'assainissement, qui effectivement est l'une des compétences les plus emblématiques des effets attendus et des délétères de la loi NOTRe. Pourquoi? Parce que c'est une compétence éminemment territoriale et qu'on ne peut pas jouer avec les éléments géophysiques et les bassins hydrologiques. Et ça, on n'a pas voulu le comprendre, alors que même qu'on a toujours à la bouche le mot d'adaptation, de territorial, et on arrive au moment donné à une épreuve de vérité qui font que ceux qui n'ont pas encore fait le grand passage s'inquiètent et voient arriver les obstacles. Alors, on pourrait se satisfaire d'un aménagement supplémentaire, mais comme l'a dit le rapporteur d'Arnaud et tout l'essentiel des intervenants avant moi, je crois que vraiment c'est l'exercice de compétences facultatives qui est de nature à donner un élément de solution. Je voudrais juste revenir sur un élément, Monsieur le Ministre, que vous avez évoqué pour faire valoir votre position. Vous avez dit le taux de rendement. Et on ne peut pas se satisfaire d'une situation où on a un taux de rendement encore si faible. C'était exactement l'argumentaire de la DGE dans les différents rapports qui ont alimenté, si j'ose dire, les textes qui sont venus essayer d'aménager. Et la proposition qui est devenue loi en août 2018, qui visait à aménager le principe de mise en œuvre de services publics de l'eau et de l'assainissement, reprenait cet argument, c'est-à-dire qu'on nous servait des histogrammes en disant plus la taille du syndicat ou du regroupement est élevée, et mieux on a un taux de rendement favorable. Simplement, il y avait un biais fondamental dans cette histoire, c'est que ça ne tenait pas compte de l'aspect territorial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne faisait qu'enregistrer finalement les zones où il y avait un habitat diffus et celles qui étaient dans des habitats dispersés ou concentré, et ça ne faisait qu'enregistrer quelque part cette configuration entre l'urbain, grosso modo, et le rural. Et c'est cet argument qui a servi essentiellement à ce passage en force que je regrette et qu'on doit essayer aujourd'hui de corriger. Merci, chers collègues. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 829 du gouvernement avec un avis défavorable de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 523 avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Deux amendements en discussion commune, de 263, Madame Guidez. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. En cohérence avec la position déjà exprimée par le Sénat, la commission des lois a modifié la rédaction initiale de l'article 5 de ce projet de loi et propose désormais de supprimer le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes et d'agglomération. Cette modification permet aussi aux communes n'ayant pas réalisé ces transferts de conserver ces compétences. Ces transferts pourront toujours être réalisés à l'avenir sur la base d'une décision des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné dans les conditions de majorité habituelles. Néanmoins, il convient de préciser qu'une telle procédure peut être accompagnée, dans certains cas, de mauvaises surprises pour les EPCI. En effet, il arrive que des établissements publics doivent entretenir et prendre en charge un réseau communal en mauvais état sans qu'ils ne le sachent. Cet amendement propose donc qu'un état des lieux, dont le contenu est précisé par décret, soit fait par la commune en amont de la décision de transfert et soit transmis à la communauté de communes ou d'agglomération. Cette mesure de bon sens répond à un principe de transparence et qui est demandé aussi par de nombreux maires. Je vous remercie. Merci. Le 680, Monsieur Moret.
Oui, merci Monsieur le Président. Dans le même esprit que l'amendement précédent, je voudrais rappeler, mais vous le savez, que lorsqu'il y a transfert de la compétence eau de la commune à un EPCI, il doit y avoir en même temps transfert de l'excédent. Ça a notamment été rappelé par le Conseil d'État dans un arrêt de 2016. Cette règle se comprend dans la mesure où le réseau transféré est dans un état satisfaisant. Lorsque la commune transfère un réseau qui nécessite beaucoup de travaux, que les travaux doivent ensuite être assumés par l'EPCI, c'est évidemment beaucoup moins acceptable. Et là, le ministre pourra dire que je parle à la lumière d'une expérience locale. Quand on a pu observer ça dans un département que lui et moi connaissons bien, ça s'est au final traduit par une augmentation du tarif de l'eau qui a doublé pour les habitants de ce territoire. Donc ce que propose cet amendement, c'est que lorsque le schéma de distribution d'eau potable qui est prévu par le Code général des collectivités territoriales fait apparaître un taux de perte qui est supérieur à un taux mentionné par décret et qui est de 15%, eh bien dans ces cas-là, l'EPCI peut récupérer tout ou partie, en fonction de l'état du réseau, de cet excédent. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, je vous proposerai d'adopter, à titre personnel, puisque je vais revenir sur l'amendement de notre collègue président Maurey, et je proposerai à notre collègue Guidez, puisque dans l'esprit, on est à peu près sur le même type d'amendement et de mécanisme. La commission, initialement, avait émis un avis défavorable à l'amendement proposé par notre collègue Maurey. Pour autant, cet amendement ayant été réécrit et de ce fait beaucoup plus abouti. Cet amendement prévoit donc que la commune transmet le schéma de distribution d'eau potable à l'EPCI, c'est ce qui a été dit, et que si le taux de perte en eau est trop important, le transfert de compétences s'accompagne du transfert positif du solde. C'est pourquoi, à titre personnel, puisque malheureusement la commission s'est déjà exprimée, mais j'y suis favorable, et j'invite notre collègue Guidez, si elle en est d'accord, à retirer son amendement au profit de l'amendement de notre collègue Maurey. Merci, monsieur le ministre. C'est monsieur le ministre qui a la parole. Merci, monsieur le président. Demande de retrait pour le 263 rectifié, madame la sénatrice, au profit de l'amendement 680 rectifié de monsieur Maurey, tel qu'effectivement il a été recorrigé, enfin en tout cas retravaillé dans les dispositions juridiques, notamment avec les services de l'État, et je leur remercie. C'est un bon principe. Deuxièmement, c'est un principe qui est courageux, parce que certains maires pourraient y voir, voilà, mais enfin, on défend l'intérêt général. 3, l'intérêt général, c'est quoi? Le budget annexe de l'eau, c'est bien souvent le produit de la facture d'eau de nos concitoyens. Si la compétence s'en va, il est bien normal que l'argent qui a été prélevé sur la facture d'eau de notre concitoyen, de nos concitoyens, parte en même temps vers l'intercommunalité ou que sais-je, pour exercer cette compétence. C'est de bonne politique, ça s'appelle aussi l'intérêt général, donc avis favorable. Merci, monsieur le ministre. Madame Guilez. Oui, bien évidemment, je vais retirer mon amendement en faveur de celui de mon collègue Maurey. Je voudrais simplement dire que ça va plutôt dans le bon sens. C'était vraiment une demande. Et puis, vous l'avez exprimé, monsieur le rapporteur. On est tous, pareil, des petites communautés de communes. On voit bien que le transfert, certains transfèrent déjà les moyens financiers quand ils ont fait des réparations, d'autres n'ont rien fait. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des factures aussi importantes. Donc, je retire mon amendement. Mais on voit l'amendement 680 avec un double avis favorable, commission gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Deux amendements identiques, le 32, monsieur Grand. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Cet article revient sur ce transfert obligatoire des compétences eau assainissement. Sans s'opposer au principe de l'intercommunalité, les communes doivent librement pouvoir décider, dans le respect de la loi, de ce qui leur paraît légitime et cohérent de mutualiser ou non. Lors de réunions de présentation, des agences de l'eau ont fait savoir à des maires que les intercommunalités seraient désormais prioritaires dans l'attribution des subventions, laissant ainsi un hypothétique reliquat pour les communes ayant conservé les compétences. Il s'agit là d'une pression supplémentaire sur les maires, contraire au principe de libre administration de nos collectivités. En effet, le mode d'exercice d'une compétence
ne doit pas constituer un critère d'attribution des subventions. Je vous propose de préciser cette règle dans la loi. Bien naturellement, cela revient souvent aux réunions départementales des maires et lors de la commission d'attribution des DETR. Ce sujet revient parce que beaucoup de maires font connaître leur impossibilité de gérer un dossier dès lors que l'agence pour l'eau ne garantit pas l'aide nécessaire. Il n'y a pas beaucoup de cas, mais il y a des cas autonomes qui méritent respect parce que ça fonctionne bien. Merci, chers collègues. Le 720 identique, Monsieur Bonhomme, il est défendu ou... Oui, dans le même esprit, je pense qu'il faudrait quand même s'assurer que les agences de l'eau n'aient pas un caractère trop interventionniste sur les aides qui sont effectivement le produit des factures d'eau et qui, malheureusement, les agences de l'eau ont été contraintes, il faut le rappeler, à revoir leur programme d'intervention dans les différents comités de bassin au détriment des collectivités qui assurent le service. Et c'est important de faire cette précision. Merci, monsieur le rapporteur. Oui, je suis totalement d'accord avec le fond de ces deux amendements. D'ailleurs, c'est un sujet que nous avions soulevé lors d'une audition, monsieur le ministre, au mois de juillet, me semble-t-il, lorsque vous étiez venu devant la délégation aux collectivités. J'avais moi-même soulevé le sujet parce que... et vous m'avez depuis apporté la précision, qui sont d'ailleurs des précisions de nature à satisfaire les amendements et l'esprit souhaité et porté par nos collègues Grand et Bonhomme, puisqu'il s'agit en effet de permettre, quel que soit le mode de gestion, d'accompagner les financements qui relèvent des agences de l'eau. Pour autant, avoir un caractère contraignant qui imposerait un mode de fonctionnement sur un sujet qui relève pleinement de ces agences de l'eau ne paraît pas aller dans le bon sens. En revanche, réaffirmer la nécessité, et nous le faisons collectivement, et je crois que, encore une fois, c'est satisfait au regard de ce qui nous a été dit, permettre justement d'accompagner et de ne pas engorger les commissions DETR, parce que le risque serait que les questions d'eau et d'assainissement confisquent l'ensemble et l'exhaustivité de ces enveloppes DETR. Donc si, monsieur le ministre, vous pourriez réaffirmer avec force et conviction, mais je sais que là-dessus nous convergeons sur ce sujet, le fait que les agences de l'eau puissent accompagner dans l'état d'esprit qui est porté par nos deux collègues au travers de leur amendement, les collectivités, quelles qu'elles soient, me paraît aller dans le bon sens. L'avis de la commission, c'est... C'est une demande de retrait. Merci, sinon défavorable. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Bon, il se trouve que les agences de l'eau peuvent accompagner toutes les collectivités, quel que soit le niveau d'exercice de la compétence. C'est ce que dit le droit. Mais il se trouve que dans notre beau pays, les choses sont parfois complexes. Et donc, en fait, l'État, contrairement à ce que beaucoup de nos collègues élus peuvent penser, je le dis d'autant plus respectueusement que lorsque j'étais maire, je pensais la même chose. Je pensais que ce sont des critères qui étaient définis par le ministère de la Transition écologique, etc. Non. Aujourd'hui, dans le droit, donc y compris sur ce que vous proposez de modifier, rien ne prescrit un niveau de maîtrise d'ouvrage, une qualité du maître d'ouvrage sur des financements. C'est le comité de bassin de chaque agence de l'eau qui peut exclure certains types de collectivités dans la maîtrise d'ouvrage. Mais les comités de bassin, ce sont des élus. Alors, je vais être honnête avec vous, Monsieur Bonhomme, quand j'étais maire, on m'expliquait que quand j'avais pas de subvention au titre de l'agence de l'eau, c'était parce que ça se décidait très très loin, très très haut. Puis quand je suis devenu secrétaire d'État à l'écologie, on m'a dit il faut surtout pas toucher à ça parce que c'est quelque chose de très local et de très territorial. Alors je me dis c'est bien parce que quand je suis maire, c'est inaccessible. Quand je deviens ministre en charge de l'affaire, je le regarde, c'est tout aussi inaccessible. Peu importe. Je ne préconise pas dans ce texte de loi de venir écraser des compétences des comités de bassin. Parce qu'on est en train, là, on va commencer une réforme sans s'en rendre compte des agences de l'eau. Et donc, je vous propose de retirer, dans les deux cas, ces deux amendements, mais ce qui me permet de réaffirmer avec force que le principe du droit que vous votez ou le droit que le gouvernement prescrit par voie réglementaire, c'est quel que soit le mode de gestion, les agences de l'eau peuvent intervenir. Et je ne reviens pas sur ce qui a été dit par le sénateur Darnaud sur la DETR, auquel je souscris. Merci. Monsieur le ministre, Monsieur Grand.
Oui, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur. Oui, effectivement, il y a le droit, mais il ne vous échappe pas qu'il y a aussi l'environnement du droit. Voilà, donc je pense que, compte tenu que nous avons observé à plusieurs reprises lors des réunions de DETR que quand un maire posait le problème, les responsables de l'État présents suivaient en gros le regard du préfet, je pense que tout ça doit pouvoir s'arranger avec des messages de compréhension sur des dossiers, voilà, parce qu'ils ne sont pas extrêmement nombreux en plus. Donc, mais le rapporteur a parfaitement raison, il ne faut pas qu'on encombre les DETR de tout ça, mais par contre, il faut s'en occuper parce que c'est une demande récurrente d'un certain nombre de communes, parce qu'il y a des communes qui sont très spécifiques. Elles ont leur propre production d'eau. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des ressources en eau et que naturellement, elles ont tout sous la main. Donc parfois, il y a des petits travaux à faire. Ces petits travaux, ça coûte cher. Elles n'ont pas les moyens de le faire. Et ça, l'agence de l'eau, ça pose des problèmes. Merci. Donc vous retirez votre amendement ? Merci. Monsieur Bonhomme. Oui, juste peut-être qu'il ne serait pas inutile de faire un rappel des principes généraux, et notamment la libre administration des communes auprès de l'agence de l'eau, parce qu'on voit mal pourquoi, selon le mode d'exercice, selon le niveau d'exercice, on ne pourrait pas prétendre à des aides publiques qui sont financées par les factures. Cela étant, je le retire. Si, chers collègues, deux amendements en discussion commune de 758, Mme Kuckerman. Oui, pardon, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. C'est le combien ? Ouais, 758, pardon. Excusez-moi. Effectivement, par cet amendement, nous proposons de requalifier les compétences eau et assainissement en facultatives pour l'ensemble des catégories des EPCI. Dans l'intervention générale, je rappelais notre volonté, en tout cas, d'éviter l'écueil, d'arriver à l'issue à un texte qui, d'un côté, donne des compétences aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération, et de l'autre, aux communautés urbaines et aux métropoles. Or, dans son écriture actuelle, le texte propose de supprimer le transfert obligatoire de ces compétences aux communautés de communes et d'agglomération et de supprimer la catégorie des compétences optionnelles. Nous proposons donc de le compléter en supprimant les compétences obligatoires des communautés urbaines et métropoles en matière d'eau et d'assainissement. Ainsi, ces compétences redeviendraient facultatives pour tous les EPCI. Je ne reviens pas, bien évidemment, sur l'ensemble des discussions précédentes, mais cela concerne également des communes qui aujourd'hui peuvent se retrouver dans des communautés urbaines ou des métropoles. La loi Ferrand-Fesneau du 3 août 2018 devait en effet calmer la colère des élus depuis le transfert des compétences eau et assainissement acté par la loi NOTRe, mais elle n'a en réalité que reporté le transfert, toujours obligatoire, aux intercommunalités à 2026 si au moins 25% des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20% de la population le souhaitaient. Cela n'a rien changé au problème de fond soulevé par les élus. Ce transfert retire une nouvelle compétence aux maires et donc un budget dont les excédents pouvaient être utiles également aux communes et force des regroupements de services qui n'avaient jusqu'à présent pas les mêmes modes de gestion. Et enfin, comme je l'ai dit, et je crois qu'en tout cas c'est le premier objectif de notre amendement, nous souhaitons effectivement une logique, non pas d'uniformité, mais bien d'égalité entre les territoires, et nous souhaitons donc que ce droit de retour aux communes puisse bénéficier à l'ensemble des EPCI, quels qu'ils soient. Merci, chers collègues. Le 916, M. Gabouty. C'est un amendement qui n'est pas identique, mais qui va absolument dans la même direction. Je crois que la coopération en matière d'eau et d'assainissement est bien antérieure à la coopération intercommunale, puisque les syndicats d'alimentation en eau potable existent depuis longtemps, dépassent les limites des territoires, des agglomérations, des EPCI, des départements, voire des régions. Donc c'est quelque chose qui est plus attaché à la géographie naturelle qu'à la géographie administrative. Donc la nature du territoire ne dépend pas du statut des EPCI. Dans certaines communautés urbaines, voire métropoles, je voudrais rappeler que les surfaces agricoles ou rurales sont plus importantes que les superficies réellement urbanisées, notamment du fait de la constitution d'EPCI XXL. On prend une communauté urbaine, on s'aperçoit que la partie rurale est plus importante que la partie urbaine en termes de construction. Donc la notion d'unité urbaine est un concept de l'INSEE
qui, contrairement à ce qui est parfois interprété, ne traduit une situation de dépendance en termes de flux de déplacements commerciaux, mais ne caractérise pas la nature physique du territoire et donc n'intègre pas les contraintes et pertinences en matière de gestion de l'eau et de l'assainissement. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais, comme ma collègue, que l'ensemble des EPCI, y compris donc communautés urbaines et métropoles, avec les agglomérations et les communautés de communes, bénéficient du même régime d'assouplissement concernant les compétences eau et assainissement, qui devraient demeurer des compétences facultatives. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Oui, Monsieur le Président, si je me laissais aller, ce commentaire restera personnel. J'aurais pu presque moi-même déposer ces amendements. Mais la raison me rattrape rapidement et ne voulant pas déstabiliser l'exercice de ses compétences et l'antériorité, s'agissant notamment de l'exercice de ses compétences au sein des communautés urbaines, j'émettrai, au nom de la Commission, un avis défavorable. Et monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, pour des raisons qui n'ont rien à voir aux opportunités de fond, mais au fait que j'ai indiqué en discussion générale que pour tout un tas de raisons qui sont des raisons sur lesquelles je ne reviens pas parce que j'ai été long le premier jour, ce texte, effectivement, ne touche que très peu, voire pas du tout, aux communautés urbaines et aux métropoles pour réserver cette aventure au texte l'année prochaine parce qu'il se suffit à lui-même. La seule exception que nous avons faite, c'est bien sûr, ce sont les deux exceptions que nous allons proposer. C'est évidemment de toucher, ça a déjà été fait, à la métropole de Lyon parce que c'est une collectivité territoriale, il lui faut une adaptation spécifique. Et évidemment, la question de l'outre-mer, sur laquelle nous serons amenés à y revenir. Donc, plutôt demande de retrait, Monsieur le Président Gabouty, sur lequel, enfin, pour les deux amendements, pardonnez-moi d'ailleurs, excusez-moi, sur lequel nous serons peut-être amenés à y revenir lorsqu'on traitera la question des ensembles les plus intégrés. Merci, Monsieur le Ministre. Oui, Madame Gréaume. Par contre, nous proposons dans cet amendement d'en finir avec les débats et les polémiques continuelles qui reviennent à chaque fois et que l'on évoque la répartition des compétences entre communes et intercommunalités sur l'eau et assainissement. Redescendre l'eau et l'assainissement dans la catégorie des compétences facultatives, c'est en finir avec ce feuilleton, en finir avec la politique des petits pas et redonner un peu de clarté aux réponses qu'attendent les élus. D'un côté, le gouvernement nous propose de revoir une nouvelle fois les possibilités de blocage de ce transfert en ne faisant que les reporter et de créer un dispositif complexe de délégation qui rajoute peu aux possibilités actuelles, voire les restreint. D'un autre côté, la commission des lois va plus loin et propose de supprimer le transfert obligatoire aux communautés de communes et d'agglomération. Cette mesure a le mérite d'être rapide, mais cela ne suffit pas. L'eau et l'assainissement sont des compétences historiques des communes et nous voulons permettre à toutes les communes, peu importe le niveau d'intercommunalité, qu'elles intègrent de conserver cette compétence si elles le souhaitent. Car pourquoi les empêcher d'avoir leur propre gestion vertueuse de ces compétences si cela a toujours fonctionné et leur permet de l'adapter à leur territoire et à leurs valeurs? Au contraire, dans les intercommunalités où la gestion à un échelon supérieur fait son consensus et pourra évidemment se faire. Lutter contre la différenciation territoriale des EPCI dans la répartition de leurs compétences permet aussi de lutter contre des effets pervers de la gestion de l'eau, l'assainissement. Tel est le cas de la pression exercée par les agences de l'eau sur des communes qui n'ont pas transféré ces compétences et qui se voient privées de subventions accordées en priorité aux intercommunalités par ces agences. De la même manière, des oppositions se manifestent face à des augmentations de prix de l'eau sur tout un ensemble communautaire voté par les EPCI contre la volonté de communes qui se sont vues forcées à être intégrées dans des régies plus globales. Pour donner une solution à toutes les communes, il faut rendre les compétences eau et assainissement facultatives pour tous les types d'EPCI. Merci, Madame Gréaume. Je pense que vous avez présenté le 759. C'était bien ça? Ah non? Bon. Alors, c'était bien l'explication de vote du 758.
C'était bien sur l'article 5, l'amendement 758, une explication de vote. D'accord. Très bien. Monsieur Gabouty. Devant les réactions sympathiques de Monsieur le ministre et de Monsieur le rapporteur, donc je veux faire plaisir au ministre et je ne veux pas que le rapporteur, Monsieur Darnaud, ait des regrets éternels de ne pas avoir pu me donner un avis favorable. Donc je comprends bien que c'est un sujet qu'on peut reprendre. Je sais qu'en pratique, il n'a pas de portée extraordinaire dans la mesure où beaucoup de transferts sont déjà faits, mais c'est vrai que l'organisation notamment de l'eau, mais aussi de l'assainissement, mais en particulier de l'eau, ne colle pas du tout avec les limites territoriales de l'intercommunalité. C'est quelque chose qui va bien au-delà, qu'il faut voir de manière plus large, et il faut que les communes restent en prise directe sur cette compétence. Voilà. Je vous dirai pas sur le ton de la plaisanterie que c'est vrai, on va obliger, puisque vous n'avez pas accepté mon amendement, aux Marseillais de boire le pastis avec de l'eau d'Aix-en-Provence. Mais bon, il n'y a pas d'interlocuteur ici, ils auraient réagi sans doute. Merci, chers collègues. Madame Cukierman, pour explication de vote. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je crois effectivement qu'il y a eu un vrai travail et une vraie évolution sur cette question-là à travers l'article 5 et sa réécriture. Cependant, on reste un peu, permettez-moi l'expression, mais au milieu du fleuve, en n'allant pas jusqu'au bout et en finalement faisant une césure entre, d'un côté, la communauté de communes, la communauté d'agglomération et les communautés urbaines et les métropoles. Mais effectivement, peut-être que c'est le choix majoritaire de la commission des lois, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait eu débat au sein de cette commission sur ces questions-là, mais que, en tout cas, peut-être c'est le choix effectivement de réaffirmer la métropolisation de notre territoire. Je le regrette et donc je suis désolée et je m'en excuse s'il faut ainsi faire des regrets à d'autres, mais nous maintiendrons effectivement notre amendement. Merci, chers collègues. Donc je le mets aux voix, le 758, avec un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Même vote pour 916. Il est retiré. Donc je mets aux voix l'article 5. Qui est pour l'article 5? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Voilà pour ces débats en séance. Pour plus d'informations, vous pouvez lire les articles de la rédaction de Public Sénat sur notre site publicsénat.fr. L'examen de ce projet de loi continue toute la semaine prochaine au Sénat. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.